Hey, salut les copains, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palem. NetEpic Palem, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je suis avec Jean. Salut Jean. Salut. Jean qui est un petit peu jaune, je suis désolé, mais il a un éclairage de Jean Un en peu fait. jaune. Ouais, un peu jaune, voilà. Mmh. Ouais. Ah ouais. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, si on fait cette vidéo, tout simplement, c'est pour, vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est pour vous donner des news de la V3, de NetEpic. On avait promis qu'on le ferait des vidéos sur l'avancement de la V3. Et bien, c'est chose faite. On en fait une. Voilà. Alors du coup, comment on va procéder? C'est très simple. Je vais laisser Jean en fait tout simplement présenter les différents changements. Ensuite, moi qui ai testé un petit peu justement cette V3, je vais pouvoir donner mon ressenti sur ce que j'ai pu voir. Alors, un ressenti d'autant plus objectif que je n'ai pas participé quasiment à l'écriture. J'ai parfois donné deux trois idées, mais c'est tout. C'est vraiment une équipe à côté, autour de Jean qui s'est concentrée. Il y avait Bongo Flow, il y avait Alvaten, c'est ça, et qui dans l'équipe, Oui, après il y avait d'autres personnes autour, ouais, c'est ça. voilà, Mmh. qui se sont concentrés sur justement l'élaboration des règles de la V3. Moi, j'ai pas quasiment pas participé. J'ai pu tester en faisant découvrir un petit peu lors de conventions. Et je vous donnerai mon retour à chaque fois sur les différents points, ce que je trouve intéressant dans ces éléments. Voilà. Mmh, Et, OK. et puis, je vais introduire les différents thèmes à chaque fois, quand même. Alors, déjà, Jean, est-ce que tu peux nous dire où on en est dans le développement de la V3? Et oui, je vais pouvoir vous faire ça. Donc, la V3, donc, déjà, on a fait les règles, une version des règles qu'on a testées au fur et à mesure, donc dans le livre de règles, et elles ont été testées, dans les conventions, dans des parties ou même à l'événement, à l'Open d'Occitanie là qui a eu lieu là, la semaine dernière. Donc il y a quelques points de règles qui sont encore en test, qui sont pas forcément, finalisés, mais le gros des règles est du coup, écrit et testé. Ensuite pour les codex, il y en a une quarantaine qui ont été faits déjà. Ça paraît beaucoup, mais il en reste encore quelques-uns parce qu'il y a beaucoup de Ouais. sous-codex. Donc les codex principaux, sont faits, quasiment tous. Je crois qu'il reste les Eldar noirs à faire et sinon tous les codex, qui sont pas des sous-codex sont faits. En tout cas tous ceux qui existaient en V2. Et maintenant, il va rester des sous-codex, donc des chapitres Space Marine, des régiments de la garde, du chaos un peu et surtout, ce qui manque pas mal, c'est les Résidorus. Pour l'instant, on a qu'une légion, il en manque, beaucoup. 17 quoi. Ouais. Donc voilà et tout ça est bien sûr suivi, dans le générateur de liste de V3. Merci à Zarak qui suit au fur et à mesure de la sortie des codex, qui les intègre, dans le générateur. Oui, alors le générateur qui actuellement, en fait, pour la partie V3 est actuellement un peu caché, hein, puisque la V3 n'est pas sortie. Donc actuellement, le générateur que vous avez en direct, c'est celui de la V2. Mais effectivement, Zarak travaille déjà à mettre en place le générateur pour la V3. Mmh. Et vous allez voir, on en parlera sur la fin, mais que oui, il y a quand même pas mal de petits changements sur la construction de liste. Euh, Oui, voilà. Ok. Merci déjà pour ça et merci à tous ceux qui participent, d'autant plus qu'effectivement, merci. on précise un truc, mais il y a l'équipe de création quelque part de la V3 et il y a une équipe de testeurs et de retour, en fait, de bêta-testeurs, en fait, qui analysent ce qui est produit, qui peuvent tester de leur côté, en fait, et qui font des retours. Donc c'est quand même très agréable d'avoir tout ça. Oui, très précieux, hein, d'avoir les avis des autres, parce que bon, nous, on a des idées, mais après, forcément, d'autres personnes ont d'autres points de vue et c'est intéressant, c'est enrichissant. Oui, tout à fait. Alors maintenant, on va pouvoir passer un petit peu dans justement une présentation des nouveautés et des changements de la V3. Et on va commencer par les ordres, parce que les ordres, ça change un petit peu. Jean, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors déjà les ordres, avant il y en avait, 3, enfin plus la retraite et maintenant il y en a 4 et ce qui était rajouté, c'est la marche forcée. Hem, donc c'est un nouvel ordre et une autre différence aussi, c'est que sur certains ordres, comme les marches forcées, il peut y avoir, 2 actions différentes. Donc on place l'ordre, mais au moment de l'activation, on peut choisir l'une ou l'autre, des actions. Hem, donc
Je vais recommencer par avance, c'est facile. Avance, ça marche comme avant. Il y a pas de changement, il y a qu'une action, c'est facile. On bouge et on fait un tir. Facile. Ensuite, il y a le tir appuyé, c'est aussi facile, c'est resté. Soit on fait un tir appuyé, on peut relancer les 1, soit on fait un tir d'interception, on peut aussi relancer les 1, donc mais on a -1 pour toucher, durant le mouvement de l'adversaire. Donc comme avant. Il y a l'ordre de charge. Alors lui, la première action, c'est la même qu'avant. On peut doubler le mouvement et engager un assaut. Et il y a un autre ordre qui est l'ordre de contre-charge. Donc lui, il permet de faire un mouvement simple. Donc on fait le mouvement de base de l'unité. Et ensuite, si un détachement finit dans le rayon d'action qui est le mouvement du socle, il peut faire comme une consolidation, donc engager un assaut sur la troupe qui a fini le mouvement, du coup, dans sa distance de mouvement. Donc ça permet toujours de faire un double mouvement au total au maximum. Et ça permet de protéger une zone, surtout si on est en sous-activation. On peut se mettre sur un objectif et dire: «Tous ceux qui approchent assez près, hop, on va les charger». Ou à côté d'un titan, d'un prétorien qu'on veut protéger ou de l'artillerie qu'on veut protéger ou n'importe, ce genre de choses. Donc ça, c'est une nouvelle action surtout pour que les armées, en sous-activation puissent quand même réagir. Et ensuite, donc il y a le nouvel ordre, l'ordre de marche forcée. Donc il y a 2 actions. L'avance rapide, c'est double mouvement et un tir, au jugé qu'on appelle, donc c'est un tir avec -1 pour toucher. Donc ça permet de se déplacer vite et de quand même tirer, même si on tire moins bien. C'est aussi très utile pour les transports qui ont des tirs, parce qu'ils permettent de projeter les troupes loin et quand même avoir une utilité au tir. Et ensuite, il y a la deuxième action qui est le redéploiement, donc ça permet à tout le monde de faire un triple mouvement. Par contre, quand on fait ce triple mouvement, on ne peut pas rentrer à moins de 20 centimètres d'une troupe, adverse. Donc ça permet de se redéployer très loin, mais pas de traverser les lignes ennemies, il faut les contourner. Par contre, ça permet s'il y a par exemple, un problème au déploiement, un flanc refusé en face ou autre, de pouvoir vite se redéployer là où on en a besoin pour que le tour d'après, on soit directement, utile, pour la bataille. Oui, sachant qu'on peut pas tirer dans ce cas-là. Non, non, on peut ni tirer, ni engager d'assaut. Bah, forcément, on peut pas engager d'assaut vu qu'on peut pas rentrer à moins de 20. Donc voilà. Et ensuite, il y a le dernier ordre qui est, un ordre subi, donc c'est soit sans ordre pour, quelconque raison on n'a pas d'ordre ou un ordre de retraite. Donc quand on a un ordre de retraite en début de tour, on peut faire des actions minimales, heu, donc il y en a 2. Il y a tenir, donc c'est on ne bouge pas et on peut faire un tir à -1 ou, une réorganisation. Là, c'est juste un mouvement simple qui ne permet ni de tirer, ni d'engager un assaut. Mais ça permet quand même d'avoir, un impact, même limité, mais un impact, pour le tour d'après quand on a raté un jet de morale. Ouais, alors effectivement, des nouveautés, moi, mon ressenti est suivant, hein. Déjà, le nouvel ordre de marche permet vraiment à des troupes, en particulier l'infanterie qui n'est pas motorisée, les Dreadnoughts, de pouvoir Mmh. se projeter plus facilement. L'air de rien aussi, ça permet un truc qu'on avait parfois du mal, mais tout simplement de faire un double mouvement, de rentrer dans un bâtiment, un décor, etc. Avant, on pouvait pas, juste on faisait une charge et on rentrait dedans et on pouvait pas tirer. Là, tu peux effectivement faire un double mouvement et tirer avec un -1, certes, mais tu peux quand même du coup agir. Ça change pas mal de petites choses. L'air de rien. Oui, pareil, la contre-charge. Comme tu l'as dit, sur les armées qui sont sous activation ou tout simplement parce que vous ne voulez pas dévoiler votre plan sur le reste de votre armée et que vous avez une ordre de charge et que vous voulez quand même soit menacer une zone, soit être capable de soutenir un char qui se fait. Des troupes qui vont se faire engager en assaut, vous savez. Mais vous avez, pour l'instant, votre adversaire n'a toujours pas chargé. Donc vous attendez. Vous vous déplacez juste à portée et en gros, vous savez que vous allez pouvoir soutenir. Ça peut faire réfléchir votre adversaire, du coup, effectivement, à aller ailleurs. Voilà. Mais donc, c'est pour moi, effectivement, ça offre un peu plus de flexibilité sur ce qu'on va faire. Ça reste, du coup, quand même un jeu d'ordre, donc un jeu où on programme les actions qu'on va faire, mais avec cette petite subtilité qui permet effectivement d'être un peu plus souple sur certaines choses, puisqu'on va choisir au moment de l'activation, sur les ordres de marche ou de charge, comment on va les interpréter. Non. Oui, ouais, clairement, ça rajoute de la souplesse et de la dynamique au jeu, ça. Mm.
Ok. Et effectivement, la retraite, bah, ça rend la retraite moins punitive qu'avant. Le fait de pouvoir bah, faire quand même soit un mouvement, soit un tir à -1. Avant, tu avais doublé ton mouvement en direction de ton camp, tu pouvais rien faire le tour suivant. C'était très punitif. Ouais, souvent, c'était là, je ratais un jet de morale, tu faisais plus rien de la bataille, hein. C'était Oui, voilà. quasiment toujours ça, hein. Ok, et donc du coup, effectivement, là, pareil, la retraite, euh, elle est toujours punitive, hein, voilà, c'est toujours quand même problématique d'avoir un ordre de retraite, mais c'est moins punitif, c'est toujours impactant, mais moins punitif, voilà ce que je voulais dire. Mm. Et bah, ça vous fait pas perdre en fait votre unité de fait, parce qu'elle ne fera rien, elle fera toujours quand même quelque chose, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, on verra un peu plus tard que comment on obtient des jetons de retraite, parce que ça aussi, ça a changé. Ouais. Euh, alors, un autre changement qui est important, alors il paraît minime à la base, mais en fait, ça a plein de conséquences, c'est qui commence les phases. Je rappelle qu'en V2, celui qui a l'initiative choisissait qui commençait la phase de mouvement, et pour savoir qui commençait la phase de combat, on comptait le nombre de tirs à pied. Et ça a changé. Qu'est-ce que tu peux nous dire Ouais. là-dessus, Jean? Oui, alors ça a changé. Donc, maintenant, c'est différent. Donc on fait toujours un jet d'initiative, ça a pas changé. Celui qui a gagné, il choisit de soit laisser l'initiative ou de commencer. Mais ce qui a changé, c'est que celui qui commence la phase de mouvement, il commence aussi la phase de combat. Donc c'est-à-dire que si on commence, les activations et ben, on a une activation en moins, mais on commence la phase de combat et si on la laisse à l'adversaire et ben, c'est lui qui commencera la phase de combat. Ça rend plus prévisible qu'avant, mais c'est moins, en fait, c'est moins artificiel parce qu'avant, on mettait beaucoup des troupes en tir appuyé, même s'il y avait pas trop de raisons, particulières, juste pour gagner parce que c'est important de commencer la phase de combat. Donc maintenant, c'est plus lié à celui qui a l'initiative sur le mouvement et qui l'a aussi en phase de combat. Ouais, alors mon ressenti là-dessus, bah, d'une part, effectivement, ça évite que quand vous devez contre certaines armées, vous soyez à peu près certain de ne jamais avoir Mmh. l'initiative aux phases de combat. Typiquement, je pense au Tau, à la garde impériale, et d'une certaine façon à certaines armées Eldar, une fois qu'elles se sont positionnées après le tour 1, Ouais, c'est sûr. où grosso modo, vous aviez quasiment toute l'armée en tir appuyé. Voilà, les Tau, c'était une horreur avec une bonne partie Ouais. de leurs troupes qui ont tiré en mouvement, donc qui passaient du coup en tir appuyé à la fin de leur avance. Et la gamme impériale avec toute leur artillerie, bon voilà. Hein. Mmh. Quand vous jouiez une armée d'assaut en face, c'était un peu dommage. Par contre, là, effectivement, bah, ça force quelque chose. Moi, ce que j'explique toujours aux personnes à qui je fais découvrir la V3, justement, c'est qu'en fait, bah, vous devez faire un choix. Soit vous vous handicapez sur la phase de mouvement en choisissant de la commencer, mais du coup, vous aurez le bonus de commencer la phase de combat. Parce que oui, commencer la phase de mouvement, c'est rarement une bonne idée. Euh, il peut arriver Ça dans peut certaines. arriver, mais c'est pas surtout le premier tour, ça sert vraiment pas à grand chose, hein. Ouais, ouais, mais même dans les tours suivants, généralement, tu as plutôt tendance à avoir envie que l'adversaire commence. Il y a Oui. quelques situations où tu as envie, toi, de commencer, mais voilà. Et du coup, par contre, commencer la phase de combat, bah oui, généralement, bah, c'est que tu préfères parce que bah, c'est toi qui tire ou qui le premier ou qui résout un assaut en premier. Et c'est quand même vachement mieux. Mais là, effectivement, il y a des moments où tu veux te dire, là, il faut à tout prix que je commence la phase de mouvement parce que sinon, mon titan d'assaut ne pourra jamais aller charger son titan de tir parce il va se barrer. Oui. Enfin, trop loin pour que je puisse charger ce tour-ci. Donc là, bah, tu vas te dire, bah, je prends la phase de combat tout de suite. Enfin, je prends la phase de mouvement tout de suite. Par contre, du coup, tu commenceras la phase de combat aussi. Donc, ça sera intéressant. Par contre, il y a plein de moments où donné, tu vas te dire, ah, commencer la phase de mouvement, ça m'intéresse pas. Mais pour le coup, je peux me permettre, et là pour le coup, je peux me permettre de ne pas commencer la phase de combat, donc du coup, je vais lui laisser. Même si, soyons honnêtes, la Mmh. plupart du temps, on commence les deux phases. Hein, ouais. Oui, oui, la plupart du temps, on va vouloir commencer les 2, mais ça laisse des choix selon Voilà. les armées, les situations, ouais. Oui, tu peux très bien avoir une situation où tu as vraiment envie que
de ne pas commencer la phase de mouvement. Tout simplement parce que tu te retrouves en sous-activation, tu sais que ton adversaire Mmh. a trop d'activation par rapport à toi et que tu veux vraiment pas commencer. Voilà, bon, t'acceptes de pas commencer la phase de combat. Ensuite, autre changement, c'est sur la réduction des portées de tir. Est-ce que tu peux nous parler de ça et surtout pourquoi on a fait ce choix de réduire les portées de tir? Ouais, donc déjà un peu le tour de ce qui était réduit. Donc les portées de tir ont été réduites, de façon moyenne. Donc c'est-à-dire que tous les tirs à 25 sont passés à 20, 35-30, 50-45 et ensuite il y a une division. Les tirs à 75, certains sont passés à 60 et d'autres sont restés à 75. Donc là, la ligne de conduite qui a été prise, c'est, les armes que l'infanterie peuvent, porter, en gros, elles sont passées à 60 et celles que l'infanterie ne peut pas porter parce qu'elles sont trop grosses sont restées à 75 et ensuite les autres armes sont descendues un peu, sauf l'artillerie qui est restée en gros, toujours aussi loin. Donc déjà le but premier c'était d'augmenter le mouvement, le fait de devoir se déplacer en fait dans les batailles. Parce que souvent les armées de tir qui tiraient, avec beaucoup de tirs à 75 en fait de la zone de déploiement, on tirait facilement, sur presque tout le champ de bataille puisqu'on est séparés de 90 et 80 centimètres et que, si on tire à 75, bon ça fait quasiment toute la table. Hem et donc là, ça oblige à se bouger. Mais par contre avec le nouvel ordre, on pourra toujours tirer, parce qu'on peut faire, double move et tir à -1 donc on peut se placer facilement et tirer ou même un mouvement simple et tirer. Mais ça oblige à se déplacer et à contrôler plutôt un point du champ de bataille plutôt que l'ensemble du champ de bataille. Après les réductions, elles sont quand même que de quelques centimètres pour la plupart des armes, mais quand même ça joue. Donc ça rend les parties plus dynamiques du coup et du coup, plus intéressantes et ça permet aussi de différencier un peu plus toute les différentes portées des armes. Parce que maintenant il y a un peu plus de crans dans les portées et donc il y a plus de différenciation, du coup, entre certaines armes. Donc l'artillerie, maintenant, elle tire vraiment plus loin que des armes qui sont pas de l'artillerie, en fait. La différence est un peu creusée, par exemple. Ouais, alors moi, mon retour là-dessus, écoute, je trouve que, effectivement, comme tu dis, ça force un petit peu à bouger. Mmh. Ou alors, du coup, ne pouvoir sécuriser qu'une zone, une zone plus petite. Effectivement, quand même, c'est pas non plus des réductions qui sont drastiques. Donc, ça reste quand même, tu tires de loin, tu restes à tirer de loin quand même. Mmh. Par contre, aussi, ça renforce la survivabilité des armées d'assaut ou des armées d'avance, en fait, qui peuvent plus facilement se déplacer et éviter des tirs d'interception. Parce que, l'air de rien, les faucheurs noirs qui passent de 75 centimètres à 60, ils couvrent déjà vachement moins de terrain et Ouais. c'est plus facile de les contourner. Voilà, l'air de rien, ça aide. Et effectivement, ça renforce un petit peu la puissance de l'artillerie sur le fait que c'est des armes qui tirent super loin par rapport à d'autres armes qui avant tiraient parfois quand tu avais des armes qui tiraient à 1 mètre et des armes de l'artillerie qui tiraient à 1,25 m, voire parfois 1,50 m. La différence n'était pas si énorme que ça. Là, par contre, Non, non. Mmh. généralement, tu es passé à 90 sur les armes qui tirent à 1 mètre. C'est ça. Tu restes à 1,25 m, 1,50 m, rien qu'à 1,50 m, 90 cm à 1,50 m, ça fait déjà 60 cm de différence. Ah Ça oui, commence à ça fait faire. beaucoup, ouais. Ça Mmh. commence à faire. Donc, ouais. Donc, moi, je trouve qu'effectivement, ça dynamise encore un peu plus le jeu. Donc, c'est très bien. Voilà. Voilà mon ressenti là-dessus. Alors oui, après, il faut revoir ses stratégies habituelles. Parce que effectivement, ah mince, je sais pas, ma tactique qui me permettait de dire je fais ça, ce mouvement plus ça et je suis à portée. Non, ça marche plus. Il me manque 5 centimètres, dommage. Voilà. Oui, c'est sûr. Des fois, il manquera quelques centimètres. C'est un peu Mais du coup, effectivement, avec mmh. l'ordre de marche, ça vous permet de faire un triple mouvement. Vous pourrez toujours faire des trucs intéressants. Oui, mais d'une façon générale, de toute façon, on pourra tirer. C'est juste qu'on interagit sur un moins grand bout du champ de bataille, pas Oui, tout ça à fait. empêche pas le tir.
Au contraire, en fait, vu qu'on peut se déplacer plus rapidement maintenant, on peut se mettre plus rapidement en position de tir et tirer à -1. Donc c'est Mm. Ensuite, tu as un autre gros changement, et là, c'est un gros sujet, c'est l'assaut. Alors, l'assaut, c'était un truc qui était un peu... Enfin, qui était pas mal, hein. Moi, j'aimais bien le principe d'assaut, où on faisait paire par paire, entre guillemets, parfois triplé contre triplé. Mais quand vous n'avez pas de oui. chance, c'est que vous vous retrouvez 2 contre un, voire quadruplé contre quadruplé quand vous vous retrouviez à 1 contre 3. Mais alors, le fait de faire ça à chaque fois et pas faire un seul jet sur l'ensemble de l'assaut, ça permet de lisser et ça évitait, l'air de rien, qu'un jet un peu catastrophique ou au contraire très chanceux change totalement la philosophie de l'assaut. Ça n'empêche pas, hein, on a déjà vu, toi et moi, des jets d'assaut où tu regardes l'ensemble de l'assaut et tu fais non, mais qu'est-ce qui s'est passé. Ça arrive des fois, oui. Ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Généralement, quand tu. En fait, moi, ce que je donnais, hein, c'est que 2 points de FA de différence sur 6 socles contre 6 socles, celui qui avait le meilleur FA, il gagnait 4 assauts, il faisait une égalité et il en perdait un. Oui, ça c'est Voilà. la moyenne. Ça, c'était la moyenne. Donc, on savait que c'était ça. Parfois, effectivement, on en gagnait un peu plus, on en gagnait un peu moins. Mais généralement, c'est ce qui se passait. Et du coup, ça permettait de lisser, effectivement. Ça, c'est gardé. Mais par contre, il y a des changements sur l'après l'assaut et aussi la façon de qui décide qui attaque qui. Et ça, c'est pas mal aussi. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne l'assaut maintenant? OK, donc l'assaut. Oui, bah, donc ça le fonctionnement de base avant reste, mais il y a comme tu as dit, il y a une surcouche en plus. Donc la surcouche, c'est la résolution d'assaut à la fin. Donc la résolution d'assaut, c'est, à la fin d'un assaut, on va compter le nombre de points de vie perdus dans chaque camp et ça va déterminer un gagnant et un perdant. Donc il y aura toujours un gagnant et un perdant. Si c'est égalité, c'est celui qui a déclenché l'assaut en phase de combat, qui a dit: «Moi, je vais résoudre l'assaut», qui le remporte. Donc il y a toujours un gagnant et un perdant. Hem, le perdant va être repoussé, donc de la zone, donc tous les socles, ils vont devoir faire, 10 centimètres et s'éloigner de l'adversaire et le vainqueur, lui, il va pouvoir, faire un petit mouvement, de 3 centimètres, pour pouvoir, soit rentrer dans un bâtiment, parce que ces mouvements on perd pas les 5 centimètres pour rentrer dans un bâtiment, donc on peut attaquer un bâtiment, sortir les occupants et rentrer dedans ou se séparer un peu pour pas prendre les gabarits ou enlever quelques lignes de tir, enfin ce genre de choses. Il y a aussi une chose, c'est dans la résolution de combat, donc quand on a fini l'assaut, si jamais on a été brisé, c'est-à-dire qu'on a perdu au moins la moitié de ses socles, on va faire un jet de morale et ce jet de morale, il peut être, modifié si on a beaucoup gagné l'assaut ou beaucoup perdu l'assaut, il y a des modificateurs. Ça permet aussi de faire fuir les adversaires plus facilement quand on gagne, l'assaut de beaucoup, d'une grande différence. Oui, Mmh. du coup, sur l'assaut, ce qui est intéressant, je pense, le fait de choisir de lancer l'assaut, comme tu dis, en cas d'égalité, c'est toi qui le remporte. Et ça arrive, Donc, régulièrement les égalités. et ça arrive régulièrement, ouais, pour faire d'autres trucs, et c'est plus, ça arrive bien plus souvent que vous ne pouvez le penser, les égalités. Et l'air de rien, ça change beaucoup de choses de pouvoir lancer l'assaut. Et donc, il y a des moments où vous allez pouvoir lancer l'assaut, là où avant vous vous disiez, attendez, je suis au chaud dans l'assaut, je reste. Ceci est en plus accentué par le fait que maintenant, tout le monde peut tirer sur un assaut. Oui, Voilà. avec un malus de 1 pour toucher, mais tout le monde a son scrupule. Voilà. Donc, vous êtes plus protégé autant que ça que quand vous étiez assaut. Donc déjà, vous avez plutôt d'intérêt à lancer l'assaut vous-même quand vous avez initié l'assaut. Quand vous avez lancé l'assaut, c'est à vous de quelque part de lancer. Sinon, votre adversaire va avoir une nette tendance à dire attends, quitte à perdre mes Gretchen contre des Terminators, je vais tirer dessus. Voilà. Oui. Bon, on pouvait le faire avant parce que c'était des orques, mais vous comprenez l'idée. Hein, des petits gardes impériaux qui se font charger par des Terminators d'assaut. Bon, on tire dessus, hein, on s'en fout qu'ils meurent potentiellement dans l'histoire. Hein, ils vont mourir de toute Bah, de façon. toute façon, ils sont déjà comptés dans les pertes, donc bon. Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà. Donc, vous avez tendance effectivement à vous dire j'ai initié la. Enfin, c'est moi qui ai chargé.
et ben, je vais avoir tendance justement à initier l'assaut parce que bah, j'ai envie de le faire, quoi. Mm. Et j'ai envie de le gagner, quoi. Alors, cette possibilité qui est pas si négligeable que ça, justement, de l'égalité, et ben, j'ai envie de le faire. Le fait est qu'effectivement, bah, si on est brisé, donc si on a perdu la moitié des socles qu'on avait au début de l'assaut, donc on compte bien au début de l'assaut, hein, si vous avez 4 socles au début de l'assaut, vous en perdez 2, vous êtes brisé et vous devez faire un test de morale. Et si jamais bah, vous avez réussi au test de morale ou vous n'étiez pas brisé et que vous avez perdu l'assaut, vous vous repliez de 10 centimètres. Mais l'air de C'est ça. rien, ça change pas mal de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, prendre en assaut un bâtiment, bah, ça devient intéressant parce qu'avant, vous restiez en dehors du bâtiment. Là, les troupes Mm. vont se faire sortir et vous prenez position du bâtiment. Donc, voilà. Ça permet aussi, bah, potentiellement, et ça, moi, je l'ai vu. Alors, je prends un exemple tout bête, hein, que je fais souvent en initiation. C'est vous envoyez des cavaliers impériaux contre un groupe de 6 qui blasta, donc 10 cavaliers impériaux contre 11, parce que vous mettez le chef dedans, tiens, voilà. Contre 6 qui blasta. Vous avez tout intérêt à lancer l'assaut tout de suite, parce que sinon les Kid Blasta vont vous fumer vos pauvres cavaliers avec tous leurs tirs. Et par contre, bah, l'avantage, c'est qu'en faisant ça, il y a quand même de fortes chances que le joueur orc perd 3 Kid Blasta dans l'histoire, au moins, fasse un test de morale, le foire, et que ces Kid Blasta aillent voir ailleurs si on y est. Euh... Mm. Voilà, et l'air de rien, bah, c'est toujours ça. Et puis même, le fait de devoir reculer de 10 centimètres, bah, parfois, des unités bah, ça peut vous permettre de reprendre un objectif. Oui. Ça peut vous permettre de faire reculer des troupes. Certes, vous les aviez pas tuées, certes, elles pouvaient encore tirer, mais elles viennent de perdre 10 centimètres. Ah, elles ont moins de cibles. Voilà, donc Mm. ça peut être très intéressant. Euh, et effectivement, bah, ça donne aux assauts maintenant effectivement un côté gagnant-perdant qu'on n'avait pas vraiment dans la V2. Enfin, on le voyait sur les pertes, mais il n'y avait pas de règle qui gérait comment on perdait un assaut, comment on le gagnait quelque part. Là, ça a une Oui, implication. puis c'était moins clair parce que les socs restaient sur place et du coup, ça restait plusieurs tours en fait, les assauts. C'était rarement géré en un tour du coup. Oui, Après, ils se rechargeaient entre eux, ça recontinuait. Enfin bon, ça restait des blocs assez longs. Tandis que là, il y a vraiment une démarcation claire. mm, tout à fait. Et puis ouais, voilà, ça permet vraiment de faire des trucs qui sont sympas. Et effectivement, bah, de reprendre un bâtiment. Avant, reprendre un bâtiment, c'était juste infaisable, quasiment, parce que les troupes avaient Oh, c'était tendance très compliqué, hein. à rester dedans. J'avais fait justement une petite astuce de Gracor qui ne marche plus en V2, en V3, pardon, qui marchait en V2, mais qui ne marchait plus c'est pour garder votre base, hein, typiquement, vous mettiez des nubs dedans, vous enterrez tout ça de petits Gretchen. C'est vrai. Histoire que bah, d'abord on doit taper les Gretchen et ensuite il fallait taper le tour suivant, on allait taper les nubs. On les tuait pas tous, il y en a toujours un ou deux qui restaient, surtout si vous avez pris soin de faire en sorte qu'il y en avait un qui n'était pas au contact du bord du bâtiment, donc on pouvait pas le charger. Et du coup, bah, en fait, il fallait attendre 3 ou 4 tours pour pouvoir prendre position du bâtiment. La partie était finie. Dommage. C'est ça. Voilà. Là, bah, en fait, bon, bah, vous tuez les Gretchen tour 1, c'est pas compliqué. Et tour 2, bah, vous tuez les nobs et vous tuez pas mal de nobs, vous les faites fuir. Enfin, vous les faites se replier au moins. Soit fuir, soit se replier. Et vous prenez position du bâtiment. Donc 2 tours au lieu de 4, quasiment. Voilà. C'est mieux. Pas négligeable. Ah, c'est mieux. Oui, c'est clairement mieux. C'est mieux. Il y a un Euh, autre petit changement aussi. J'ai pas dit, c'est que maintenant les assauts quand sont gagnés, ils enlèvent, par défaut qu'un seul point de vie, à la troupe adverse et plus la différence entre les jets de dés. Parce qu'avec la différence avec les jets de dés, en fait, ça rendait, bah, dès qu'on avait des points de vie, en fait, c'était extrêmement mortel les assauts. Maintenant, les troupes à plusieurs points de vie sont quand même beaucoup plus résistantes en assaut, sauf contre certaines troupes qui ont dégâts plus quelque chose en assaut. ouais, les super lourds et les chevaliers vous disent merci là-dessus. C'est ça. Oui, parce que vous chargiez un super lourd, il mourrait, voilà, direct. Ah L'air de oui, rien, c'était le fait de perdre qu'un seul point de vie, bah, il faut au moins un sac de plus, quoi.
voire Bah, 2 sacs surtout de que les plus. gros, ouais, parce qu'ils ont 3 points de vie maintenant, les gros super C'est lourds. ça. C'est ça. Surtout que ouais, les chevaliers ont pris un point de vie, voire plusieurs points de vie. Les Mm. super lourds aussi ont entre 2 et 3 points de vie. Donc, ouais, ça commence à devenir plus compliqué. Voilà. Bah, un détachement de motojet, maintenant, il est plus sûr de tuer un super lourd en le chargeant. Donc Tout les à fait. défenses rapprochées et le fait qu'il y ait beaucoup de points de vie, c'est une chance sur 2, quoi. Alors qu'avant, c'était automatique. Ouais. Ok, et donc ouais, moi pouvoir tester l'assaut, honnêtement, ça rend le truc le plus dynamique. Ça permet aussi, parce que bah on est un jeu narratif, on le rappelle quand même, ça permet de mieux raconter l'assaut. Voilà, parce qu'effectivement, bah il y a des gens qui se replient, ou voire qui fuient, hein, mais au moins ils se replient. Donc visuellement ça se voit mieux, et que ça, je trouve ça très Mmh. intéressant. Le joueur narratif que je suis trouve ça très très intéressant. Et justement, bah, tu en as évoqué un petit peu, mais comment fonctionne le moral maintenant? Donc le moral, c'est plus en fin de tour. Maintenant, c'est, pendant les actions et comment ça se déclenche, c'est, quand on perd au moins la moitié des socles du détachement que l'on a, du coup, pas le maximum, mais celui qu'on a au moment présent en une action. C'est-à-dire en un assaut ou en un tir. C'est-à-dire si on est complet, on a 6 socles, on perd 3 socles au tir, hop, on a perdu la moitié des socles, jet de morale. Pareil, si on reste plus que 2 socles, si on en perd un, jet de morale. Donc le jet de morale se fait tout de suite et donc s'il est raté, on doit faire un mouvement de repli et ce mouvement de repli, il doit nous emmener à plus de 20 centimètres d'un socle adverse si possible et une fois qu'on est à plus de 20 centimètres d'un socle adverse, on peut s'arrêter si on veut. Donc c'est-à-dire que si on est déjà à plus de 20 centimètres d'un socle adverse, et ben, on est en ordre de retraite, on peut ne pas bouger si on veut, on peut bouger aussi. Donc ça, c'est automatique et du coup, ben, on perd ses possibilités d'action si on n'en avait pas encore fait durant ce tour-ci. Si on n'est pas encore tiré, et ben, on pourra plus tirer. Donc voilà et après, alors on n'est pas complètement sûr ou pas, mais bon, en l'état, c'est à la fin du tour, on va refaire un jet de morale. Si jamais, on le réussit, c'est bon pour agir normalement ce tour-ci et si jamais on l'a raté, on va voir l'ordre minimal, ce qu'on avait vu, sur la partie ordre. Ouais. Alors, ouais, on précise qu'effectivement, comme tu l'as dit, vous n'êtes pas encore totalement sûr sur comment ça fonctionne en fin de tour. Voilà. Fin de tour, oui, il y a encore Ouais. des tests, qui sont en cours, Ouais. mais bon, dans Alors, l'idée, ça va rester quelque chose comme ça. voilà, l'idée quand même, c'est que les tests de morale se font au fur et à mesure des pertes. Ce qui veut dire aussi que parfois, on peut faire plusieurs tests de morale durant le même tour. Je prends l'exemple, hein, vous avez Ça peut arriver, oui. 10 gardes tactiques, vous en perdez d'abord 5, bah, test de morale. Ensuite, vous en perdez 2, pas de test de morale, puisque bah, vous étiez 5, il en reste 3, donc pas de test de morale. Vous en reperdez 2, test de morale. C'est ça. Voilà. Donc voilà, vous pouvez en faire plusieurs dans le même tour, mais bon, ça représente bien quand même le fait qu'ils se sont pris la sauce, les pauvres. Voilà. Et surtout, bah, ça ouvre justement des intérêts parfois à se dire, euh, bah, je prends l'exemple tout bête, mais cette troupe-là, elle est en sécurité. J'ai rien qui puisse me tirer dessus. Mais par contre, bah, là, j'ai en face de moi des Lehman Russ qui n'ont pas encore tiré. Enfin, eux, ils me tournent le dos, hein, joyeusement. Ils ne me voient pas. Enfin, bref. Et je me dis, bah, ça peut être très intéressant de leur tirer dessus pour essayer de leur faire un test de morale, qu'ils échouent, qu'ils perdent leur ordre et qu'ils ne puissent plus tirer, même ceux que je n'ai pas tués, bah, l'air de rien, ils pourront ne plus tirer. Donc je vais réduire leur puissance de feu de base en tuant, mais en plus, je peux carrément annihiler un ordre, et ça peut être très intéressant. Euh, Ça permet justement aussi de parfois se dire que bah, certaines troupes sont plus intéressantes à faire tirer tout de suite. Il y a des unités, effectivement, on va se dire, ah, est-ce que je le fais pas tirer tout de suite ou pas? Et ben voilà, vous voyez la chose. Oui, c'est possible. On doit pouvoir potentiellement se faire tirer
des troupes avant parce que bah, ça a d'intérêt. Ou même faire résoudre un assaut aussi avant parce que bah, ça a d'intérêt sur d'autres troupes. Voilà. Ouais, c'est sûr et puis ça renforce aussi un peu les armées qui jouent sur le moral, heu, parce que les armées qui jouent sur le moral peuvent souvent forcer des jets de morale à 12 ou 20 centimètres et donc ça peut être aussi en phase de combat, activer ces détachements qui vont forcer un jet de morale à des troupes qui ont pas encore agi. Voilà. Et puis du coup, bah, ça, pareil, ça renforce, on l'a dit, le moral. Enfin, échouer un test de morale, c'est moins punitif qu'avant. Mais par contre, on en fait un peu plus souvent. Et surtout, bah, on les fait immédiatement. Donc ça peut avoir un impact tout de suite sur votre tour. À noter aussi, ça on l'a pas précisé, mais que maintenant les tests de morale se font par détachement et non plus par formation comme c'était avant. Donc quand vous aviez une compagnie, c'était tous les détachements qui étaient impactés en même temps. Là, c'est chaque détachement avoir son propre test de morale puisque c'est par figurine perdue dans un détachement. Donc c'est déjà plus simple à suivre parce que bah, Oui, avant parfois c'était un peu compliqué de savoir quel détachement est qui. surtout Euh, les orques. Oui, surtout les orques, mais même dès que tu avais une bataille un peu grosse, C'est vrai. fallait que tu notes un petit peu qui était avec qui. Ouais, le Euh, suivi était compliqué, ouais. voilà. Et là, bah, du coup, Mmh. ça simplifie les choses. Et puis, ça veut dire aussi que le détachement qui est, lui, à full dans un coin tranquille, euh, bah, il va pas fuir, hein. Ah oui, oui, il va pas fuir parce que le détachement à l'autre bout du champ de bataille est mort, oui, ça oui. Voilà. Ok. Donc, on répète, hein, effectivement, le moral n'est pas totalement fixé sur ce qui se passe en fin de tour. Mais voilà, on a déjà au moins cette idée de faire des tests de morale durant le tour, sur différentes phases. Ça peut avoir un impact pareil, hein, sur vous lancez une charge, votre adversaire fait un tir de contre-charge ou d'interception, il vous tue la moitié des flics, vous ratez votre test, vous foirez votre charge, joyeusement. Mais ouais, c'est moche. C'est moche, mais ça arrive. Mmh. Pam, pam. On passe maintenant aux bâtiments et décors. Il y a eu des changements particuliers sur les bâtiments et des Mmh. changements qui vont dans le bon sens. Explique-nous tout ça. Ouais, alors, maintenant les bâtiments, déjà tous les décors d'une façon générale, il y a plus de malus pour toucher, comme des -1 pour toucher. En fait, ça donne des sauvegardes de couverts. Donc, les couverts lourds, c'est 4 plus de couverts, les couverts légers, c'est 5 plus de couverts et c'est une sauvegarde qu'on va faire avant la sauvegarde normale, donc c'est une sauvegarde supplémentaire et elle n'est pas modifiée par la PA de l'arme, mais par, éventuellement une compétence qu'on appelle réduit les couverts, -1, -2, -3, ça dépend de l'arme. Les lance-flammes, ça va être -3, l'équivalent d'ignore les couverts ou des armes qui seront à -1, -2, tout dépend. Donc ils vont réduire ces sauvegardes de couverts. Donc déjà ça déjà ce changement, est plus égalitaire parce qu'avant un -2 pour toucher quand on touche à 3 plus ou quand on touche à 5 plus, c'est pas du tout pareil. Ça faisait que des armées, elles pouvaient jamais enfin sans armes, qui ignoraient les couverts, elles sortaient jamais des troupes des bâtiments. Maintenant, ça protège, moins déjà et de façon plus égalitaire dans les bâtiments ou dans les décors en général. Ensuite, il y a eu des gros changements sur les bâtiments en eux-mêmes. Donc, en fait, tous les décors où on peut rentrer dedans physiquement, donc en gros, c'est les bâtiments, les bunkers, ce genre de choses. En fait, maintenant, ils sont considérés comme un transport, en fait. Donc ils vont avoir une capacité, de transport, une capacité d'un nombre de socles qui peuvent rentrer à l'intérieur et ces socles vont, du coup, vont être à l'intérieur du bâtiment, mais pas à un endroit spécifique du bâtiment comme avant. Donc la ligne de vue pour eux va être prise de n'importe quel point du bâtiment, comme si c'était, le bâtiment leur socle et pareil, on va pouvoir les voir de n'importe quels endroits. Ça évite qu'on se planque au milieu d'un bâtiment, qu'on soit vu de nulle part ou quand on voulait tirer avant, il y en a qu'une partie qui pouvait tirer d'un côté du bâtiment, l'autre de l'autre. Ça faisait beaucoup de micro-gestion pour pas grand chose. Donc là, c'est considéré comme, dans le bâtiment, point barre. Et ensuite, comment ça marche? Donc, on peut tirer normalement, les tirs, c'est classique et pour les gabarits, selon la taille du gabarit, on va pas toucher un pourcentage des socles qui sont à l'intérieur du bâtiment. Voilà.
Ensuite, il y aura un dernier changement aussi, c'est que, ça protège peut-être moins les bâtiments, mais, maintenant on a le droit à un jet de sortie d'urgence du bâtiment quand il est détruit, si jamais, bah, il est détruit et comme tous les jets de sortie d'urgence là-bas, c'est 2+ et plus 4+, et c'est pas modifié par la PA de l'arme, mais c'est modifié par le nombre de dégâts qui a été fait pour détruire le bâtiment. Donc si c'est une petite attaque, juste qui a fait un point de dégâts, qui a fini le bâtiment, et ben, on sort plus facilement que si c'est qui s'est écroulé d'un coup avec un sismocanon, par exemple, qui lui enlève 3 points de vie. Ouais. Et aussi, on a introduit un détail qui n'est pas négligeable, c'est que les décors maintenant ont une classe. Comme, Ah, pour les lignes de vue, oui, oui, oui. Tous les décors ont une classe. donc voilà, tout ce qui Et est décor, ça a une classe, ce qui permet en fait de gérer les décors comme les autres figurines en fait, au niveau des lignes de vue. Donc c'est ça, et maintenant que ce soit une figurine ou un décor, ça marche de la même façon, ce qui n'était pas le cas avant, vu que c'était lignes de vue réelles. Par contre, pour les figurines, c'était par classe. Donc c'était un système un peu entre les 2, et maintenant, c'est plus géré que par classe. voilà. Alors, ça permet de gérer pas mal la chose. D'ailleurs, sur la ligne de vue, on précise, pour savoir si vous avez une ligne de vue, bon, si le tireur et la cible sont de classe supérieure à l'obstacle au milieu, il y a une ligne de vue. Si les deux sont de classe inférieure ou égale, il n'y a pas de ligne de vue. Et si bah, il y en a un des deux qui est plus grand que l'obstacle, mais pas l'autre, à ce moment-là, bah, ça va dépendre de qui est le plus proche du décor. Si c'est la plus petite figurine qui est plus proche du décor, il n'y a pas de ligne de vue. Si c'est la plus grande, il y a une ligne de vue. Euh, Voilà. voilà. C'est simple, c'est efficace. Oui, bien sûr, vous trouverez toujours à un moment un exemple qui fait que ça paraîtrait pas logique. Euh, Clairement. voilà, mais à un moment donné, soit on vous fait 50 pages sur la gestion des décors et des obstacles, soit on fait un truc qui couvre 90% des cas, et les 10% restants, bah écoutez, voilà. Oui, et de toute manière, avant, là, avec les lignes de vue réelles, il y avait toujours ces les mêmes discussions de toute manière, quand c'était des Oui, cas tout à fait. limites, donc ça changeait pas beaucoup les choses. Au moins maintenant, c'est dans la règle, c'est clair, ça se mesure avec des distances, avec des règles simples. Les cas sont réglés, c'est facile. Oui, voilà. Et puis ça, vous pouvez le faire au moment de votre déplacement. Voilà, vous voulez vous planquer d'un titan, par exemple, grâce à un obstacle, et ben vous mettez plus proche de l'obstacle que le titan, et hop, c'est bon. Voilà. Voilà, et puis au Euh, final, ça émule pas si mal que ça les lignes de vue réelles d'avant, ça fait un peu les mêmes choses tout de même. Oui, tout à fait, c'est ça. Puis ça reste cohérent dans l'idée. Oui, et puis ça règle le Alors, problème d'échelle aussi qu'on avait, accessoirement. oui, aussi, ça passe. Entre ceux qui jouent en 6 petit 6 et d'autres qui jouent en 8, et bah, les rien que la taille des titans, elle varie du simple au double, donc bon, pour les lignes de vue réelles, c'était compliqué, hein. Oui, voilà, on est d'accord. Euh, c'est toujours plus pratique et ça permet effectivement de se passer au maximum, alors pas totalement, mais quand même au maximum de la taille des figurines sur le jeu. Oui. Bah, il reste l'assaut qui finalement fait que le fait Oui, vu qu'on doit impacter fatalement, on est la la taille taille des de ceux que figurines joue un peu, oui. joue un petit peu, mais voilà. Mmh. Mais par contre, oui, bah, sur les bâtiments, moi, ce qui me concerne, alors, bah, moi, j'étais très partisan de ça parce que, bah, pour l'avoir vu sur Ellie, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Ça permet de simplifier les choses. Ça permet aussi d'éviter que, alors, on va prendre un exemple tout bête, mais les socles ronds de 25 mm, bah, t'en mettais beaucoup moins que les socles carrés ou socles rectangulaires. Mmh. Donc c'était problématique, c'est-à-dire qu'un même bâtiment, sur tes socles, tu mettais plus ou moins de socles dedans. Là, bah, tu te dis, bah, ça comporte tant de socles. Alors là, on a fait un choix différent de Ellie. Ellie, c'est un bâtiment peut contenir X détachements. Nous, il peut contenir X socles. Je trouve ça plus. Oui. Alors personnellement, je trouve ça plus cohérent. Parce que finalement, tu peux mettre un détachement avec un socle et t'occuper tout le bâtiment. Voilà. Et tu pouvais, à l'inverse, mettre un détachement avec 8 socles et l'occuper aussi tout le bâtiment. Bon, après, c'est des choix, hein, c'est des choix de jeu. Moi, j'ai pas de débat. Mais effectivement, le fait est que, bah voilà, on décide qu'un bâtiment côté NetEpic V3, bah, il va accueillir X socles.
et ça permet de simplifier les choses. Si vous avez des socles en trop qui ne peuvent pas physiquement être posés sur le bâtiment, bah, vous les mettez en dehors, c'est pas grave. On sait qu'ils sont dedans. Bien Voilà. sûr. Bah, c'est comme pour les transports. Hein, voilà, exactement comme tu dis. C'est exactement le même principe. Puis il y a des bâtiments, c'est des tours, il va pas avoir beaucoup de place sur le toit, mais ils sont très hauts, donc c'est logique qu'il y ait beaucoup de socles qui puissent rentrer dedans, comparé au même bâtiment, tout bas. Donc forcément, des Oui, fois, on ne pourra pas passer les socles, mais c'est pas un problème. oui, tout à fait. Et puis ça permet effectivement d'avoir des beaux décors aussi, avec pas forcément des toits tout plats prévus pour poser des socles. Voilà, Et aussi, ouais. vous pouvez juste avoir de quoi poser un socle ou deux sur le bâtiment et les autres, vous les mettez à côté. C'est quand même, encore une fois, agréable. Et puis, bah, pareil, le fait de prendre n'importe quel point du bâtiment en ligne de vue, ça simplifie, comme tu l'as dit, beaucoup de questions, de problématiques qu'on avait sur le fait que bah, une partie du sac pouvait tirer, pas l'autre, de discussions qu'on avait, est-ce que celui-là il peut tirer ou est-ce qu'il peut pas tirer. Voilà. Au moins, bah, là, bah, tu prends n'importe quel point du bâtiment, c'est très simple, c'est efficace et ça marche. Quant à la C'est ça. sauvegarde, Ça quant à... fluidifie. ouais. Et quant à la sauvegarde de couvert, eh bien, là, moi, au départ, j'étais un peu sceptique, j'avoue. Et au final, bah, c'est une sauvegarde supplémentaire, on l'a dit. Donc ça veut dire que les troupes qui n'ont pas de sauvegarde dans le bâtiment bah, restent quand même protégées par les bâtiments, puisqu'elles obtiennent quand même une sauvegarde. Les troupes qui ont déjà une sauvegarde bah, sont un peu mieux protégées. Ok, d'accord, mais puisqu'elles ont quand même droit à la sauvegarde, à leur propre sauvegarde derrière. Mais surtout, bah, ça, bah, d'une part, évite de devoir faire des 7 plus ou des 8 plus, ce qui était parfois pénible à faire. Là, on a décidé que tout 6 était une réussite au tir, quel que Oui, soit c'est le, ça. quel, quel que Mais soit vu le qu'il y a plus modificateur. beaucoup de vu qu'il y a plus beaucoup de modificateurs, ça arrive, très, très rarement Voilà. d'avoir déjà 7 de toute manière. Donc Voilà. Mais du coup, effectivement, ça permettait de gérer ça à côté. Et puis surtout, bah, ça permet d'avoir une meilleure résilience sur certaines troupes dans des bâtiments. Et ça permet à des troupes qui tirent pas très bien de pouvoir quand même avoir un impact sur les troupes dans un bâtiment. Donc, c'est bénéfique. Voilà, ça redonne de l'intérêt au bâtiment qui parfois, bah, soit on avait trop parce que l'armée en face n'avait rien pour gérer les troupes dans les bâtiments, soit n'en avait plus parce que l'armée en face avait de quoi gérer les bâtiments et vous rentriez plus dedans. Hein, voilà. Je rappelle juste que quand vous vous retrouviez face à une armée Eldar qui avait des Warp Hunters, vous ne rentrez pas dans les bâtiments, ça ne servait à rien. Euh, ah si, à mourir. si, à mourir, voilà. Là, vous pouvez toujours le faire. Vous allez perdre une partie de vos figues, mais finalement, pas forcément tant que ça. Et donc, vous pouvez toujours attirer certains tirs. Donc, c'est pas forcément déconnant. Voilà. Euh, on passe maintenant aux titans et aux prétoriens qui eux aussi subissent un changement. Lequel? Un gros changement quand même. Maintenant, ils ont des points de vie. Donc en fait, un titan, ou un prétorien, on va voir, entre 4 et 8, 10 points de vie pour les plus gros, on va dire. Hem Et ils ont plus de fiches de localisation comme ils l'avaient avant. Avant, il y avait les dés spéciaux, au bas, droite, gauche qui faisaient que, bah, ça pouvait dévier, mais surtout ça pouvait dévier en dehors de la fiche de loca, ce qui arrivait souvent sur les petits titans. Ouais. Maintenant, c'est plus possible, parce que un tir qui touche, il touche vraiment. Et la localisation, à la place d'être fait avec ces dés spéciaux, en plus c'était assez long parce qu'il y avait beaucoup de tirs, il fallait tous les lancer et tout, enfin c'était une procédure assez longue, ça brisait vraiment le rythme. Là, juste il y a 3 tirs qui touchent, on lance 3 dés de 6 et avec les 3 dés de 6, on a les localisations. Parce que maintenant c'est fait sur des dés de 6. Donc on va avoir toujours comme avant, hein, on va pouvoir, toucher une arme, une jambe, une tête, ça va le faire, aller moins vite, avoir, moins de FA ou avoir, l'arme qui est détruite ou endommagée, enfin ça reste la même chose. Par contre, il y a plus de jet de dommage qui est létal. On peut plus perdre un titan sur un tir malchanceux à la tête qui fait 6 et qui le tue. Maintenant, ça marche plus comme ça. Les dégâts sont progressifs. C'est-à-dire que le premier dégât sur la tête va faire un effet, le second va en faire un autre et ainsi de suite. Et il y en a aucun qui fait, le titan est détruit. Par contre, il y a certains dégâts qui peuvent enlever plus de points de vie, donc bon, au final, ils vont finir par mourir. Mais, mais ça garde l'essence de ce qu'il y avait avant qui était de pouvoir,
cibler, certaines zones, plus que d'autres. Parce que si on fait 6, on peut choisir la zone qu'on veut viser. Donc on va pouvoir, choisir ou pas ou avoir des choses aléatoires sur le titan. En plus avant, on visait toujours les mêmes zones. Donc au final, on voyait plein de trucs qu'on voyait jamais, tandis que maintenant, vu que c'est on peut choisir, mais c'est quand même plus aléatoire. Parce qu'en gros, sur 6, soit on tombe sur la zone qu'on veut, soit on tombe sur 6 et on choisit la zone qu'on veut. Donc en gros, on a un tiers de chance de toucher l'endroit qu'on veut et 2 autres chances sur 3, ça va toucher, d'autres zones. Voilà. Donc bon, comme je disais, ça garde l'esprit d'avant, mais tout en fluidifiant beaucoup, beaucoup, beaucoup la chose. Ouais, alors, petite question tout de suite pour compléter. Comment fonctionnent les armes avec dégâts contre les titans? Ah bah oui. Donc une arme avec dégâts, donc ça va enlever, si on a dégâts +2 par exemple, on va faire 3 points de dégâts comme un volcano et donc on fait 3 points de dégâts, simplement on va lancer 3 dés, si on n'a pas tapassé l'armure, hein, comme avant, on lance 3 dés et ça fait 3 comme, s'il y avait 3 tirs qui étaient passés en fait, le même effet. Donc Ah, ça va enlever, tu vois, ça va faire 3 effets de dégâts. Donc on va enlever au moins 3 points de vie et pouvoir endommager jusqu'à trois zones différentes. voilà, c'est que là où avant on faisait un bonus sur le dommage qu'on faisait sur la zone, là en fait c'est on met X points de vie et en fait bah, c'est chaque point de vie perdu fait jeter un jet de localisation pour savoir où le titan a été endommagé, quoi. Voilà. Alors, moi, je vais vous donner mon ressenti. C'est vachement mieux. Mais on garde. Ça simplifie tout en gardant le côté narratif. Parce que bah, il y a quand même les effets. On peut dire, pour l'avoir vécu, hein, on peut dire ah, le tel titan est mort parce que bah, il a pris un tir il a pris un dommage dans la coque, deux dans la tête, un dans la jambe. Voilà, et vous pouvez construire votre histoire sur comment il est mort comme ça. Euh, le fait de pouvoir choisir sur un 6 la loca, ça a aussi un intérêt. Je vais vous donner un exemple. Moi, il m'est arrivé. Ouais, j'attaque un Warhound qui a 4 points de vie. Hein. Je lui fais 3 dommages. Donc, là, je regarde. Ah, mince, il va lui rester un point de vie. Je jette les dés. Je fais une coque, une arme, je crois. Et le dernier, je fais un 6. Donc, du coup, je regarde et je trouve que le deuxième dommage de la coque, c'est eh bah, tu perds un point de vie supplémentaire. Devinez ce que j'ai choisi. Bah oui, j'ai choisi la coque, quoi. Parce que du Ah coup, oui. bah, hop, il perdait son quatrième point de vie, il était mort. Voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, bah, vous gardez le côté narratif. Il y a un côté un petit peu bah, de hasard sur le truc. Vous ne sortez plus de la localisation, ce qui était un peu frustrant parfois avant. Mmh. Euh, Ça simplifie et ça fluidifie les choses. Tous ceux qui ont testé, à qui j'ai fait tester et qui connaissaient déjà la V2 ou Epic Space Marine, ont trouvé ça beaucoup plus fluide qu'avant et étaient conquis. Euh, et puis surtout, il y a un point qui n'est pas négligeable, c'est que si un titan perd la moitié de ses points de vie, il se passe quoi, Jean? Et ben, il est brisé, donc il donne les points de victoire à l'adversaire. On n'a Voilà, plus besoin de les détruire entièrement maintenant. c'est ça, c'est qu'on on considère qu'il est brisé, donc voilà. Et bah, l'air de rien, avec certaines armées où vous avez du mal à tuer des titans, voilà, parce que c'est pas votre spécialité, enfin certaines de vos listes, hein, certaines listes, pas d'armées, mais certaines listes, ont parfois du mal à gérer les grosses bêtes. Bah là, vous allez pouvoir tout simplement dire oh, c'est bon, je lui fais perdre un petit point de vie, hop, je passe à autre chose. J'ai marqué la petite mission qui va bien, ou j'ai fait ce que je voulais avec, quoi. Bref, c'est déjà plus intéressant. Effectivement. Ça permet aussi, bah, comme tu l'as dit, de être capable de se projeter sur le fait qu'un titan, il va durer plus ou moins tant de temps, en fait. Voilà, vous n'allez pas le perdre en un coup, et surtout, bah, alors si ça peut arriver, mais bon, parce que l'adversaire a mis une grosse puissance de feu dessus quand même, mais du coup, Ouais, mais c'est plus prévisible, oui. Mmh. oui, là, c'est reste prévisible. Mais sinon, bah, voilà, vous allez toujours pouvoir agir entre-temps, quand même, avec votre titan, et pas le perdre sur un jet malchanceux, effectivement, d'un truc qui se passe pas. Voilà. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est très, très intéressant là-dessus. Ça fluidifie la chose, ça rend les titans bah, plus prévisibles dans leur destruction.
et ça garde le côté narratif de la gestion des dommages des titans. Je trouve ça très très bien. Et enfin, le dernier point qu'on voulait évoquer, c'était les formations et la construction d'armées. Qu'est-ce qui change, Jean, là-dedans? Alors, donc les armées sont toujours basées autour de formations de compagnie. Par contre, ces formations de compagnie, donc déjà qu'on a vu, elles ont plus de points de rupture, par compagnie, mais c'est sur les détachements. Donc la construction de liste n'influe pas après le cours de la bataille, par aucune façon. Et en plus, les compagnies, elles sont, beaucoup plus libres maintenant dans leur composition. Donc souvent, il y a le classique, c'est il y a un personnage et ensuite on a le choix dans une liste de types de détachements et on va en prendre 3. Le personnage, souvent, il est gratuit et du coup, les 3 autres détachements, ils ont le prix normal. Mais ça permet de faire des armées beaucoup plus, variées. Il y a aussi une autre chose qui est fait, c'est que le réduction de prix par compagnie a été réduit. Donc maintenant le bonus à prendre une compagnie est beaucoup plus faible qu'avant. Ce qui fait qu'on a des armées plus diversifiées parce qu'avant c'était très intéressant au niveau budget de prendre, beaucoup de compagnies et du coup, ce qui était pas en compagnie, on le voyait beaucoup moins souvent, parce que là, c'est moins le cas et il y a aussi, un autre changement, plusieurs autres changements là. Il y a les options, donc tout ce qui est options, ça va être les options de transport avant, majoritairement. Maintenant, elles prennent plus de place, dans les supports, elles sont illimitées en fait. On va prendre autant de supports qu'on veut. Bon, enfin, Dans quand c'est des transport. transports. Oui, c'est des options de transport, mais c'est des options tout court, en fait. Des fois, il y a Oui. d'autres choses dedans. Mais bon, la majorité du temps, c'est des options de transport. Mais bon, faut qu'il y ait quelque chose dans les transports, donc on peut pas faire une armée de rhinos, mais bon, ils comptent plus dans les transports. Donc ce qui a enlevé tout ce qui est options de transport de compagnie et tout ça qui servait plus et ça offre aussi beaucoup plus de flexibilité qu'avant et maintenant sur quasi toutes les armées, on a le droit à 2 cartes, 2 formations spéciales. Et donc il y a 2 listes. Il y a ce qu'il y avait avant, certaines armées avaient les formations spéciales supplémentaires et la formation spéciale, classique et maintenant c'est un toutes les armées ont ça ou ouais, toutes les armées ont ça maintenant. Ouais. Alors, à préciser, je te donne un exemple. Typiquement, sur la formation, enfin sur la guerre impériale, vous avez la formation d'infanterie. Et la formation d'infanterie, vous avez un QG à prendre. Enfin, je crois que c'est un commissaire qui Il y a un gagne. commissaire, un QG tactique Ouais. Et ou non, un après, QGC d'un type prix. en fait, vous avez et après derrière, vous avez en fait 3 détachements que vous allez choisir avec, typiquement, vous pouvez mixer, soit prendre par exemple 2 assauts et un tactique, soit un assaut, un tactique, un lourd, ou 3 lourds, 3 assauts, 3 tactiques. Bref, vous pouvez misquer. Ce qui est bien, c'est que si vous aviez des armées qui étaient déjà entre guillemets légales en V2, elles le sont toujours, parce que vous Oui. pouvez toujours les faire. Par contre, vous pouvez avoir un peu plus de flexibilité effectivement sur ce que vous allez prendre. Euh, ça peut être intéressant. Pareil, toujours sur la guerre impériale, vous pouvez prendre une compagnie de rapide, une compagnie rapide, et la compagnie rapide, vous pouvez très bien prendre, par exemple, 2 compagnies de cavaliers enfin 2 détachements de cavaliers et un détachement de sentinelles, par exemple. Voilà. Voilà. Et puis pareil aussi, un petit point aussi que tu n'as pas évoqué, mais qui est intéressant, c'est la présentation qui change un tout petit peu, puisqu'en fait, C'est vrai. euh, ça permet en fait tout simplement aux nouveaux joueurs d'être plus à l'aise. Euh, c'est qu'en fait, voilà, on vous dit, votre formation, elle comporte ça, plus ça, ça, ça. Et ensuite, vous pouvez, pour cette formation, vous pouvez prendre en fait euh, tant de formations de 0 à 1 formation supplémentaire, de spéciale, pardon, 0 à 1 formation spéciale supplémentaire et 0 à 5 support. Et donc, éventuellement, ça vous permet en fait, pour chaque formation, de mettre des restrictions éventuelles, de pouvoir panacher un peu plus facilement. Par exemple, je prends l'exemple des orques, hein, mais en gros, chaque formation orc va avoir
des cartes des formations spécifiques à des clans. Donc, voilà, ça fait partie de ces trucs-là. Euh, et ça rend, en fait, ça change pas. Hein. La construction reste exactement la même qu'avant, quasiment là-dessus. Hein. Mais c'est la présentation qui change et qui est beaucoup plus lisible pour les nouveaux joueurs. Oui, clairement, en fait, c'est parce qu'on rappelle les règles de construction dans les formations et heu et avant, on devait écrire des textes, en fait, pour dire: «Cette compagnie, vous pouvez prendre ça», s'il y avait des règles spéciales, il fallait les écrire, dans des règles spéciales à part. Tandis que là, c'est vraiment directement visuel sur la compagnie. On donc c'est beaucoup plus clair, Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc effectivement, petit changement sur les formations et la construction d'armée, mais un changement qui vous permet d'être un peu plus souple sur ce que vous voulez faire, tout en vous permettant de garder le fait que si vous aviez une armée qui était bonne en V2, elle restera bonne en V3. Voilà. Oui, c'est ça. Toutes les armées qu'on pouvait faire avant, on peut les faire, maintenant, enfin, peut-être pas en nombre de points, mais en tout cas Oui, en oui, en socle. ouais. Et ouais, et ça permet aussi de faire, plus facilement et sans adaptation des armées un peu plus petites. Parce qu'avant qu'on devait prendre 3 fois le même détachement, bah, ça limitait beaucoup les armées. Tandis que maintenant on peut faire des plus petits formats, plus facilement. Oui, tout à fait. Ça permet de jouer plus facilement des petits formats. Exactement. Alors maintenant, on va arriver sur la fin de la vidéo et je vais te poser les deux dernières questions en même temps. Est-ce que tu as une date approximative de sortie et qu'est-ce qui reste à faire sur la V2 qu'on n'a pas évoqué parce que c'est pas sec du tout. Ouais, alors, je vais répondre d'abord à ce qui reste à faire. Je vais faire un petit récap. Donc il faut finir les codex qu'on avait parlé, tout en faisant le générateur, en même temps. Donc les règles, comme vous l'avez pu voir, il y a quelques petits trucs à changer. Il y a des choses où on n'est pas sûr, notamment un peu sur le moral, sur les volants, on hésite encore ou sur d'autres points, mais bon, on continue les tests. Hem Et donc il faut finaliser les règles et ensuite il y a encore un gros travail sur le livre de règles lui-même, pour le rendre, pour finir la mise en page là, il y a une mise en page quand même, très sommaire pour l'instant. Hem, Dans la volonté avant de sortir la V3, on voulait aussi faire un livret d'initiation, donc c'est un livre où avec les règles minimales, un scénario et pour apprendre les règles sans avoir forcément à commencer directement par le livre des règles, mais là juste on ouvre ce livre. On peut suivre le scénario, faire la bataille au fur et à mesure et apprendre, ben, au fur et à mesure, au lieu de tout faire en une fois. Quelque chose de plus digeste pour les nouveaux joueurs. Et ensuite, il y aura un gros travail de relecture aussi pour, rendre le travail le plus net et propre possible, c'est sûr. Et ça nous emmène, le la date, visée, c'est vers, mai 2026, donc dans 6 mois. Voilà, Voilà. c'est la date visée. Donc voilà, effectivement, donc voilà, début d'année, premier semestre de l'année. Voilà, c'est ce qu'on espère un petit peu. Alors, il est fort probable que sur la chaîne, vous voyez euh, en, à partir du deuxième trimestre 2026, déjà des rapports de bataille en V3 pour annoncer un petit peu les changements, mais on verra. On en discutera entre nous avec Oum sur comment on fait le truc. Mais voilà, donc en tout cas, je tiens à le redire, un grand merci à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour la V3. Parce que, encore une fois, je le répète, moi je suis juste la tête visible de Netepic, mais ceux qui font les règles et les codex, c'est pas moi. Voilà, j'y suis pour pas grand-chose. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent dans l'ombre et je tiens à remercier. Euh, donc voilà, tous ceux qui travaillent, on va pas tous les citer parce qu'il y en a trop. Euh, Oui, il y en a beaucoup et après on va toujours oublier quelqu'un. Alors, c'est ça, merci à tous ceux qui travaillent. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, il y en a qui sont plus réguliers, il y en a qui aident pour, un codex en particulier ou pour une chose en particulier, mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus, depuis que ça a commencé. Je remercie, tous ceux qui ont pris le temps de nous aider, pour faire que la V3 sorte,
Ouais. Et ben, en tout cas, merci bien pour cette petit point. Voilà, on vous donnera un petit point, je pense, supplémentaire, peut-être en février, histoire de... Ouais, quand les règles seront, figées, je pense que ce serait une bonne chose de, Ouais. bah, voilà, de pouvoir dire, bah, ce qui a été figé et expliquer ce qui est pourquoi, voilà, les derniers changements. On pourra expliquer tout ça, je pense que ce sera bien. Mm. Voilà, donc écoutez, merci en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, Merci. n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, nous, on vous dit à plus les amis. Ciao! Salut! Et là, j'arrête l'enregistrement. Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.